Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Ce style de heurtoir se trouvait généralement sur les grandes portes. Néanmoins, le heurtoir de jade du musée du mausolée Maoling est unique en son genre. Au centre de ce tourbillon de nuages apparaît la gueule d'une bête féroce. Bien que l'anneau du heurtoir ait disparu, la figure est encore impressionnante. Au dos, un bouton carré muni d'un trou permet de barrer la porte. Si l'on se penche de plus près sur le recto de la pièce, on remarque l'expressivité du regard, puis, dans les volutes nuageuses qui l'entourent, des formes animales qui s'y dissimulent. Un dragon, un tigre, un oiseau, et enfin une tortue accompagnée du serpent. En Chine, on les appelle les 4 esprits protecteurs. Observer les étoiles a permis de décupler l'imagination des anciens Chinois. Sur les cartes du ciel d'alors, les 7 constellations de chacun des 4 points cardinaux rappelaient les figures des 4 esprits protecteurs. Les 4 points cardinaux étaient donc symbolisés par 4 animaux et 4 éléments. Le dragon est l'esprit protecteur de l'Orient. Il est de couleur bleue et on l'associe au bois. Le tigre domine l'Ouest. Il est de couleur blanche et associé au métal. L'oiseau à plumage vermillon est maître du Sud et appartient à l'élément du feu. La tortue accompagnée du serpent règne sur le nord et son élément est l'eau. Le noir de sa couleur contient des reflets rouges. Il y a plus de 2000 ans, Sran, le ciel et la terre sont le reflet de l'un et de l'autre. Les esprits protecteurs se manifestent sur terre à travers les 4 points cardinaux. Lorsqu'on part en guerre, les 4 esprits se précipitent pour se retrouver sur les bannières flottant au vent. L'oiseau vermillon dirige l'avant-garde, la tortue noire se place à l'arrière-garde, le serpent vert se place sur le flanc gauche et le tigre blanc sur le flanc droit. La bataille fait rage sur la terre comme au ciel. Voilà les 4 esprits qui foulent la terre. Alors que l'on construit villes et palais, on se met à les représenter sur les avant-toits à la fois pour indiquer les points cardinaux et pour servir de protecteurs. On les retrouve aussi sur les stèles à l'intérieur des chambres mortuaires et même lovés sur de petits miroirs de bronze. Dès que l'on parle de direction, ils sont présents. Ce sont les esprits les plus proches de tout un chacun. Où que l'on aille, ils nous protègent. Mais ici, ce sont des points cardinaux et l'esprit vif. Les 4 esprits du heurtoir de jade s'échappent joyeusement de leur emplacement d'origine. Les esprits du nord et du sud viennent ainsi se placer de part et d'autre du visage bestial, comme s'ils planaient entre les nuages. On remarque alors que par-delà la férocité de la bête se devine une once de tendresse. Tout ce courant de vie sous-jacent est sorti des mains même des artisans de la dynastie Han. Le jade n'est d'autre que l'essence de la terre. Lorsque ces artisans ont gravé ce dragon, ce tigre, cet oiseau et cette tortue céleste sur ce morceau de jade, c'est la volonté du ciel qu'ils ont accomplie. Peut-être que les anciens Chinois se plaisaient à imaginer qu'il s'agissait du heurtoir de la porte vers l'au-delà. Un heurtoir qui nous fait lever les yeux vers le ciel dans l'espoir d'apercevoir les 4 esprits. Ce morceau de jade, résidence des 4 esprits, n'est autre qu'un coin du ciel bleu. Les esprits silencieux qui y planent et y tournoient nous indiquent la direction à suivre, le regard tourné vers l'univers. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
Des inscriptions à demi effacées, des fragments de pierre produits de l'histoire et conservés dans de nombreux musées de Chine. Même si aujourd'hui ils sont éparpillés aux quatre coins du pays, ils viennent pourtant de la même stèle. Il s'agit des classiques sur stèle les plus anciens que l'on possède actuellement. Les classiques sur stèle du règne de Siping sont un ensemble de stèles gravées des deux côtés, à savoir 46 pièces sur lesquelles sont retranscrits 16 classiques confucéens, soit plus de 200 000 caractères, ce qui est tout à fait unique dans le monde. Les Égyptiens ont la pierre de Rosette sur laquelle peut se lire l'édit du pharaon. Les Babyloniens ont retranscrit le code d'Hammurabi. Quant aux Chinois, ce sont les classiques confucéens qu'ils ont gravés. Au début de la dynastie des Han, les gens ordinaires peuvent espérer s'élever grâce aux études. Les classiques confucéens servent alors officiellement de manuel scolaire. Dès lors, ils fixent les valeurs morales encadrant le développement de la société. Il n'y a jamais eu autant d'écoles en Chine. Le système éducatif mis alors en place va perdurer jusqu'à l'époque contemporaine. En ce temps-là, l'imprimerie n'avait pas encore été inventée et la diffusion des classiques reposait principalement sur le recopiage, source d'erreur. La 4e année du règne Siping, Taiyong et ses pairs se proposent alors de rectifier l'écriture des classiques et de les graver pour disposer d'un modèle. Les stèles seront érigées à l'Académie impériale. Cette idée fait alors grand bruit et les lettrés se pressent à l'Académie pour obtenir des estampes. On s'en sert alors à la fois pour corriger leur version et pour apprendre à écrire. L'intégralité des classiques du règne Siping a été gravée sous la forme calligraphique la plus standard, à savoir l'écriture officielle de la dynastie Han. Il s'agit donc d'une œuvre d'une portée considérable, aussi bien dans le domaine académique que dans l'histoire de la calligraphie. Le destin de toute chose est aussi incertain que le temps qu'il va faire. 2 ans après l'achèvement de l'œuvre, voilà que le pays est en pleine anarchie. 7 ans plus tard, le seigneur de guerre Dong Zhuo détruit Luoyang, la capitale. Les stèles sont alors fortement endommagées. Si elles sont restaurées au début de la dynastie des Wei, voilà qu'ensuite elles se retrouvent dispersées. Durant les dynasties du Nord et du Sud, les stèles sont transportées jusqu'à Yedo. Après les vicissitudes du voyage, voilà qu'une petite moitié seulement parvient à destination. Lors de la dynastie des Sui, les stèles sont à nouveau transportées jusqu'à Chang'an, où l'on s'en sert comme base de piliers. Un certain Wei Zhang, grand érudit de la dynastie des Tang, sauve ce qui peut l'être, à savoir moins de 10% du total. Bientôt, il ne reste plus alors que des estampes et des fragments. Tel un collier de perles cassé, le trésor est dispersé aux 4 vents. Ce morceau de stèle du règne Siping retranscrit ici un passage du I Ching, le classique des mutations. Au fur et à mesure de l'évolution de l'écriture, nous trouvons des caractères qui diffèrent par la graphie et d'autres par le sens. L'écriture est le vecteur principal de la civilisation. L'héritage des descendants, c'est le savoir des anciens. Les classiques sur stèle ont ouvert la voie à la version définitive. Les stèles ont ainsi été le support premier de la culture classique chinoise, l'aune à laquelle la culture traditionnelle a été normalisée. Les Chinois de la dynastie Han ont montré par leur action que ce souvenir du passé rapprochait de la vérité. La pierre est froide et dure, mais ce qu'elle dit est riche de profondeur. Elle appelle les hommes de bonne volonté à retrouver ces fragments. Aujourd'hui, sur les pièces retrouvées de ce puzzle, nous pouvons déjà lire plus de 8000 caractères. Mot après mot, voilà que ce qui était brisé redevient un. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
Cette gravure sur pierre qui nous vient de la dynastie des Han fait référence à un événement qui se serait déroulé pendant la période des printemps et automnes. Accompagné de ses disciples, Confucius rencontre Lao Tzu. Le personnage qui tient une noix dans sa manche n'est autre que Confucius. Il s'agit d'un cadeau destiné au vieux sage. Le personnage qui tient une canne à la main. Sous la dynastie des Han, le sujet de cette gravure se rencontre fréquemment. Dans les chambres mortuaires, sur les cercueils, etc. C'est l'image même de la créativité de cette époque. Nous sommes à l'époque des printemps et automnes, entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère. C'est donc une rencontre entre le père du confucianisme et le père du taoïsme. Néanmoins, à ce moment-là, on ne fait pas de différence entre ces deux courants de pensée. En fait, Confucius souhaite ici profiter de la sagesse du vieux sage. Ce Matienne, le célèbre historien, a décrit en détail leur conversation. Confucius se serait donc rendu jusqu'à Luoyang, la capitale, pour connaître les vues de Lao Tzu sur la question des rites. Ce dernier lui aurait donné cette réponse. Ceux qui ont inventé les rites dont tu parles ne sont plus que poussière. Seules leurs idées ont survécu. L'homme de bien ne peut réussir que lorsque l'heure est propice. Si tel n'est pas le cas, il ne fera que survivre. Abandonne ton arrogance et tes trop nombreux désirs. Délaisse cette ère supérieure et tes ambitions démesurées. Tout cela ne peut que te nuire. Après la rencontre, Confucius reste silencieux durant 3 jours. Puis, s'adressant à ses disciples, il décrit ainsi le vieux sage. Lao Tzu surpasse tout ce que j'avais imaginé. Il est aussi imprévisible que le dragon et personne ne pourrait prétendre savoir à quoi il ressemble véritablement. À partir de l'empereur Han Wudi, seule la doctrine confucianiste est digne de respect et occupe la place dominante. Les autres formes de pensée ne sont pas exclues pour autant. En effet, derrière la rencontre des deux sages, il s'agit bien de deux pensées qui s'influencent mutuellement. Si les Chinois de la dynastie Han avaient coutume de placer ce genre de gravure dans leur nécropole, c'était bien pour laisser un message à leurs descendants, car les civilisations s'enrichissent et prospèrent grâce aux échanges et aux leçons qu'elles tirent du passé. Les hommes de bien, même d'avis différents, vivent en bonne intelligence. Quelle joie de retrouver un ami venu de loin. Les 10 000 êtres naissent de ce qui est naît du néant. Le malheur s'adosse au bonheur, le bonheur s'élève sur le malheur. Entre 600 et 300 avant notre ère, la Grèce, l'Inde et la Chine ont produit de très grands penseurs. Socrate, Platon, Sakyamuni, Confucius, Lao Tzu, autant de grands hommes qui ont donné leur sagesse à l'humanité et ont contribué à un monde multipolaire. Pour les civilisations, il s'agit d'une époque charnière. Les philosophies des lettrés confucéens et des taoïstes font penser à deux fleuves tumultueux qui mêlent leurs eaux et qui coulent dans les veines de tous les Chinois. La rencontre entre Confucius et Lao Tzu se produit en fait à chaque instant. C'est une rencontre entre nous et le monde, entre le tu et le toi. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Lorsqu'on regarde cette lampe, on a l'impression que sa lumière pourrait à nouveau éclairer le passé. Voici une servante attachée à la cour des Han de l'Ouest. Elle a les traits fins et le visage arrondi. Sa chevelure est enveloppée d'un foulard. Elle est vêtue d'un ranfu traditionnel et est assise, les pieds nus.
Depuis plus de 2000 ans, sans avoir jamais avancé d'un pouce, elle a néanmoins porté très loin la lumière des Han. De ces deux, elle tient la lampe devant elle. Son corps est en fait un récipient à fumer. Imaginez sa chaleur. C'est comme vouloir ressentir la présence d'un lointain passé. Le temps révolu est comme une lampe à la lumière vacillante. 1968年，在河北省满城县城西三华里的灵山上，先后发现了2座汉墓。窦碗是汉文帝皇后窦氏的侄孙女。 Une fois remises ensemble, les diverses pièces de bronze retrouvées dans la chambre mortuaire, le visage impassible de la servante à la lanterne réémerge alors de la poussière du temps. L'intérieur et l'extérieur de la lampe portent de nombreuses inscriptions qui narrent une histoire bien tumultueuse. La lampe en question aurait été utilisée dans les bains du palais Changxin, d'où son nom. Toutes ces lampes en bronze ont éclairé les nuits des Chinois de l'Antiquité ainsi que les beaux rêves qu'ils entretenaient. Il existe d'innombrables modèles de lampes, mais celles qui sont exposées ici ne peuvent que susciter l'admiration. Elles se présentent généralement sous des formes animalières ou autres. Étant la seule à présenter une forme humaine, la lampe du palais Changxin constitue donc une découverte unique. Un bel ustensile entre les mains d'une jeune beauté. Il s'agit bien d'une association où la mise en valeur est réciproque. L'artiste a produit ici une œuvre remarquable. Alors que la main gauche de la jeune fille soutient la base de la lampe, la large manche de sa main droite tombe naturellement pour couvrir la flamme, tel un chapeau de lampe. Par ailleurs, la lampe dispose de 2 panneaux coulissants ainsi que d'une poignée latérale. Déplacer les panneaux ou bien faire pivoter permet ainsi de moduler l'angle de la lumière et son intensité. Sous la dynastie des Han de l'Ouest, comme le combustible venait souvent de la graisse animale, la fumée était noire et l'odeur fort désagréable. Aussi, ce type de lampe à réservoir était une idée ingénieuse qui permettait d'avoir un environnement plus propre. Lorsque la lampe était allumée, la fumée suivait le courant d'air chaud le long de la manche et remplissait le réservoir à fumée. À l'intérieur, alors que la température noire de fumée se collait définitivement à l'extérieur, l'air restait donc parfaitement propre. La lampe peut être complètement démontée. De plus, avec la base ouverte, il est plus commode de nettoyer l'intérieur. Le besoin naturel de contrôler la luminosité aboutit ici à un objet extrêmement raffiné. Les différentes fonctionnalités de cette lampe sont ainsi autant de preuves de l'ingéniosité des anciens Chinois. Le temps est semblable à la lumière. La vie n'est qu'une flamme de bougie. La lampe du palais Changxin a un éclat aussi vif que celui de l'esprit. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Voici sous la dynastie des Han de l'Ouest il y a plus de 2000 ans de cela. Ce jour-là, Dame Xin-Jue, veuve du premier ministre de Changsha, est inhumée. Ses servantes choisissent les vêtements qu'elle aimait le plus, les plient avec soin et les rangent dans un coffret déposé à côté du cercueil. Voici le vêtement qu'elle aimait le plus. Un vêtement sans doublure, léger, semi-transparent, souple, mystérieux. On
On peut aisément imaginer que l'épouse de Li Tsang le portait par-dessus une tunique traditionnelle dont les motifs somptueux se laissaient deviner à travers la gaze. Lors des banquets officiels, elle ne pouvait être que le centre d'attention. Il s'agit donc d'une tunique en gaze. Il y a 2000 ans, les Chinois savaient déjà créer ce genre de merveille et aujourd'hui encore, le charme qui en émane ravit toujours autant leurs descendants. La découverte des tombes de Ma Wangdui ont permis d'admirer de nombreux trésors datant de la dynastie des Han. Du fait du statut élevé des occupants des tombes, nous avons littéralement un défilé de mode souterrain. En tout, entre 1972 et 1974, ont été excavés plusieurs centaines de vêtements et de soieries de l'époque Han. Parmi toutes ces reliques, la plus appréciée des spécialistes est justement cette tenue en gaze. Cependant, après 2000 années passées sous la terre, ce vêtement ultra fin était naturellement très fragile. De nos jours, certains tentent de le reproduire en espérant pouvoir admirer son aspect originel. La longueur totale de la tunique fait 1,28 m, l'envergure des manches 1,90 m. Même avec des bandes de brocart piquées sur le col, sur le bas des manches et le long des revers, le vêtement ne pèse pas plus de 49 grammes en tout. À Nanting, l'Institut du brocart Huntin refait des tentatives pour le reproduire. Il faut dire que les tentatives précédentes ne sont pas parvenues à atteindre un tel niveau de légèreté. Si l'on étudie plus avant la question, on s'aperçoit que les verres à soie de l'époque produisaient un fil d'à peine 11,2 deniers, ce qui signifie plus concrètement que 9000 mètres de fil ne pesaient que 11,2 grammes. Or, de nos jours, le fil des soieries les plus raffinées n'atteint jamais une masse linéique inférieure à 14 deniers. En effet, il faut savoir qu'après plusieurs millénaires d'évolution, les verres à soie sont devenus de plus en plus gros et que le fil qu'ils produisent est devenu de plus en plus grossier. Pendant plus d'un millénaire après la dynastie des Han de l'Ouest, les Occidentaux désignaient la Chine comme le pays de la soie. En somme, c'est en entrecroisant fil de trame et fil de chêne que la Chine a aussi tissé son identité. Les vêtements peuvent nous permettre de trouver qui l'on est. Un col sagement croisé, une coupe qui tombe droit et qui n'épouse pas le corps. Lorsqu'on la porte, cette tunique en gaze se plisse au hasard des mouvements mais sans jamais entraver le corps. En fait, celle qui la porte semble tout simplement irradier au gré de l'oscillation de la soie. La grandeur des rites et la beauté des habits d'apparat sont deux facettes de la Chine. Même si cette tunique appartient à une époque révolue, elle influence encore 2000 ans plus tard les Chinois d'aujourd'hui. Même si cette tunique participe à la légende de la Chine ancienne, elle correspond néanmoins tout à fait à notre époque et à son élan pour la liberté. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Le ciel ne connaît pas de repères. Pourtant, à force de l'observer, l'homme en a retiré 28 loges lunaires. Sur le pourtour du disque en bois laqué sont gravés les noms des constellations ainsi que de leurs étendues. Sur un autre disque sont indiquées les 7 étoiles de la Grande Ourse avec, sur son pourtour, 365 petits trous. Les deux disques sont percés en leur centre. 我们根据武林节目出土的这种器械做的复制件，
在用的时候应该是把它重叠到一起，原来是应该中间有一个指针这样的一个东西。怎么来用它来进行观测呢？它的关键呢是桐木出土的另外一件东西，也就是这件东西，看上去它跟一个盒子一样，就形成了这样的一个结构。这个盘它正好可以卡在这个位置，这样还不够稳定，可以用一根丝线进行固定。 Ce disque des constellations était monté sur un cadre inclinable et disposé à Fuyang, province de l'Anhui. Alors que la surface du cadran était parallèle à l'équateur, l'aiguille pointait le pôle nord. L'angle formé avec la surface du sol indiquait alors la latitude. Les 28 loges lunaires constituent un système de coordonnées célestes qui se partagent de façon inéquitable les 365 degrés de la journée. On peut ainsi mesurer l'ascension droite d'un corps céleste et noter également le changement de position du Soleil, de la Lune et des 5 planètes majeures. 28宿盘的使用原理，结合一点现代手段做的一个演示装置。这个指针在那个天球上面穿过星体 A， 对应于一个小孔，插上一根小针，转动我们的视线，通过星体 B 这个相交的地方呢，插上一根小针。这两个针之间有多少个小孔一数，就代表相距度数。这样的一些观测呢，对于中国古代历法的发展来说是至关重要的。 Année après année, les anciens Chinois regardaient le ciel et réfléchissaient. Après ces premiers balbutiements d'astronomie, les quelques milliers d'années de données récoltées ont permis d'améliorer leurs instruments et de découvrir les lois qui régissent les mouvements des corps célestes. 这个呢，就是汝阴侯墓当时出土的另外一件漆器，在用的时候呢，可以把它打开，蒂耳呢把它竖起来，作用呢。 是和这个小棒配合，主要是用来测量4个最重要的节气。Dans l'hémisphère nord, pour le solstice d'été, l'angle des rayons du soleil est le plus élevé et l'ombre est la plus courte. C'est le jour le plus long. Pour les 2 équinoxes, les durées du jour et de la nuit sont équivalentes. Quant au solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année. Lorsque revient le solstice d'été, c'est une nouvelle année solaire qui se termine. Les différentes phases de la Lune correspondent à une période d'1 mois, mais tous les 19 ans, ce sont 7 mois intercalaires qui doivent être ajoutés. Le calendrier se base sur l'astronomie. En effet, c'est en observant les phénomènes atmosphériques et naturels que les Chinois de la dynastie Han ont divisé l'année en 24 périodes solaires et en 72 moments, qui indique aux masses paysannes les travaux à accomplir tout au long de l'année, ce qui leur permettait d'assurer leur subsistance. Ce calendrier des événements agricoles est encore utilisé de nos jours. Le bois pourri et la laxéphrie. Le temps ne cesse de se déployer au milieu des milliards d'étoiles. Notre Soleil n'en est d'ailleurs qu'une d'entre elles. La course des étoiles est régulière et tout revient à son point de départ. L'univers en est le garant pour le bénéfice de tous aujourd'hui, comme demain.